Oui, bonjour. C'était pas Madame Chalas, mais bonjour. Avant d'aborder les points un peu plus critiques sur votre délibération, je voulais dire que je m'associe sans réserve à la problématique que vous soulevez, je pense, comme tout le monde ici dans cette salle. L'intention que vous portez dans ce texte est absolument fondamentale et il suffit de regarder les chiffres pour en être certain. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur qui a été publié le 14 mars, donc c'est vraiment pas vieux, les crimes ou délits à caractère raciste et xénophobe ont augmenté de 11% en 2024. Pas besoin d'aller bien loin, hein. Il suffit de regarder la députée de la 8e circonscription de l'Isère, Hanan Mansouri, qui a quand même été traitée d'arabe de service ou de sale serpillière. Et tout ça, c'est juste en Isère, hein. Quant aux actes antisémites, vous le disiez tout à l'heure, Madame Pfister, plus de 1600 ont été recensés en 2023, dont les 3/4 après le 7 octobre. Selon le ministère de l'Intérieur et le service de protection de la communauté juive. Et la tendance se poursuit en 2024. La Commission nationale consultative des droits de l'homme parle même d'un point de bascule au 7 octobre. Donc évidemment, cette délibération, elle est fondamentale quand on voit qu'on en arrive en 2023 à faire pire que ce qui était avant. Quant aux exemples sur l'antisémitisme, honnêtement, là, c'est festival. Entre l'affiche controversée qui a ciblé Cyril Hanouna, dont parlait tout à l'heure Alain Carignon, qui reprend tous les codes de l'iconographie antisémite des années 30, au collectif de femmes juives Nous Vivrons, qui a été écarté des marches du 8 mars, soi-disant par des féministes, mais moi je dirais plutôt par des antisémites dans plusieurs villes françaises et qui ont été contraintes de défiler sous protection policière, en passant par une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui montre que 66% des élèves se déclarent 66% des élèves se déclarant proches de l'extrême gauche et 71% de ceux se déclarant proches de l'extrême droite adhèrent à au moins un préjugé antisémite. Comme quoi, aucune des deux extrêmes n'a rien à envier à l'autre sur le sujet. Et c'est pas étonnant, vu ce que les uns et les autres véhiculent. Quand on a un Mélenchon qui accuse Yael Braun-Pivet d'encourager le massacre car elle était à Tel Aviv le 7 octobre, après le 7 octobre. Le même Mélenchon qui affirme que l'antisémitisme serait résiduel après l'incendie d'une synagogue de Rouen et le viol d'une enfant juive. Il est d'ailleurs tellement résiduel que vous décidez à faire une délibération sur l'antisémitisme et le racisme. Entendons-nous bien ici, je n'exonère en rien l'extrême droite qui avance masquée sur le sujet. Mais les cadres du RN ne portent pas l'antisémitisme en étendard au nom de la stratégie de dédiabolisation. Mais la stratégie de gauche, en tout cas d'une partie de la gauche, est aujourd'hui délétère. Et pour tout vous dire, je vais emprunter les mots de Patrick Cohen de ce matin, dans son édito politique, parce que j'avais préparé quelque chose et finalement, il le dit bien mieux que moi. Il dit « La sociologue Eva Illouz a appelé l'antisémitisme vertueux qui s'est répandu dans une partie de la gauche depuis les massacres du 7 octobre. Cette façon d'attribuer les crimes de Gaza, non pas au gouvernement Netanyahou, qu'une partie d'Israéliens voudrait pourtant dégager, mais au sionisme, qui par essence serait un impérialisme et un racisme, et aux juifs en général. C'est donc au nom de la justice et d'idéaux défendus par la gauche que cette haine d'Israël et des juifs devient morale et vertueuse. Pas au point d'être revendiquée, assumée dans le débat public, le discours pourrait tomber sous le coup de la loi, mais distillé, suggéré par des messages codés dont Jean-Luc Mélenchon est devenu coutumier, et encouragé par des schémas de pensée identitaires qui divisent la société en groupes opposés et assignent chacun selon son origine, son genre ou son orientation sexuelle.
On peut aujourd'hui, constat terrible, se dire antiracisme et se comporter en antisémite. Bref, pour tout ça, et plus encore, je soutiens sans réserve l'intention de ce texte, mais au vu de votre majorité, je m'interroge réellement sur votre capacité à appliquer ce que vous proposez. Ça, c'était sur le fait que je soutenais l'intention et que, évidemment, l'actualité vous donne raison de vouloir poser cette délibération. Ceci étant, votre intention est louable, mais votre positionnement est totalement dogmatique. Dans votre délibération, vous accusez l'État vous accusez l'État d'abandon, les médias de stigmatisation et la laïcité d'oppression. Rien que ça. Vous évacuez toute approche universaliste au profit d'une lecture communautarisée des discriminations où toute tentative de neutralité devient suspecte. Dommage, un plan de lutte aussi nécessaire est noyé dans une lecture radicale de l'intersectionnalité érigée en dogme, au détriment d'une approche républicaine et juridiquement solide. Deuxième point, votre majorité donne des leçons de droit en niant le droit. Dans la délibération, vous critiquez la réduction au juridique du racisme à l'injure ou la diffamation, sans proposer d'alternative claire. Vous confondez le racisme, le sentiment d'injustice et la discrimination. Vous ne mentionnez aucun des articles du Code pénal ou du Code du travail. Vous faites comme si ces mesures seraient une approche nouvelle. Mais laissez-moi vous rappeler le Code pénal, ce que vous dit la loi sur la discrimination et qui va même plus loin que ce que vous prônez. L'article 225.1 du Code pénal dit exactement ça. Toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale ou mutualiste, de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. En fait, ils vont même plus loin que vous dans la délibération. Ça ressemble en mieux à ce que vous avez écrit, parce que vous, en plus, vous ne retenez même pas tous les critères. Et truc de dingue, c'est que le Code pénal prévoit aussi des sanctions pour ça. C'est quand même fou, non ? Article 225.2 du Code pénal précise les sanctions pour ça. L'article 232.7 du Code pénal punit les discriminations commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique et les agents publics. Ça tombe bien, c'est aussi ce que vous pointez. Les articles 24, 32, 33 de la loi de 1881 répriment l'incitation à la haine, l'injure et la diffamation. Et enfin, le Code du travail, notamment à travers l'article 1132-1, interdit toute discrimination à l'embauche et au travail. Donc en fait, votre délibération, elle ne crée pas ni mieux ni plus que le droit en vigueur, heureusement, parce qu'en fait, le cadre juridique, c'est pas faire du juridisme, c'est ce qui permet d'agir réellement contre ces ignominies que sont le racisme et l'antisémitisme. Tout le reste, c'est de la posture. Tout ce que vous brodez autour, c'est des effets de posture. Et en plus de ça, vous incluez dans votre texte le concept d'intersectionnalité qui fragmente les luttes et les hiérarchise. C'est super quand vous dites on va regarder les chiffres, on va financer une thèse, parce qu'il faut objectiver les choses. Très bien, jusque-là, on vous suit, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème, que vous ne dites pas d'ailleurs à l'oral, mais que vous mettez dans votre délibération, c'est que vous vous appuyez sur le concept d'intersectionnalité qui a été fondé par Kimberly Crenshaw, vous le savez mieux que moi, et qui introduit en fait une hiérarchie dans les souffrances.
Elle explique que les femmes noires sont licenciées parce qu'elles sont femmes et noires, mais alors qu'est-ce qu'il en est des hommes noirs et des femmes blanches, par exemple, si on doit faire une hiérarchie? On va jusqu'à considérer que les femmes blanches, parce qu'elles sont plus bas dans la hiérarchie, ça devient elles-mêmes des oppresseuses. Tout ça pourquoi? Parce qu'elles seraient moins victimes que les autres. Et alors du coup, vous mettez où la stigmatisation sur le handicap? C'est plus grave ou moins grave? Et l'homophobie, ça devient quoi dans les stigmatisations? C'est plus grave ou moins grave? Pareil pour l'antisémitisme. L'erreur de l'intersectionnalité, c'est de fragmenter. J'ai plus de micro. Ah voilà. C'est de fragmenter et de hiérarchiser. Là où la loi, en fait, protège absolument toutes les victimes sans distinction de catégorie. Bref, je conclus. J'ai hâte quand même de voir comment vous allez concilier cette posture morale avec les positions quand même plus qu'ambiguës de certains des membres de votre majorité, notamment les membres insoumis. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être bien sympa.